puisque nous sommes branchés. On y va. Alors, ce montage, vous verrez, est composé d'un certain nombre de photos que j'ai prises dans la nature. Étant particulièrement amoureux de la nature, je suis donc particulièrement sensible à la beauté de la création, finalement. Alors, il est possible d'éteindre peut-être une partie. Tu fais, Jean-Marie? Merci. Et des fois, on a besoin de lumière, puis parfois, on a besoin de s'en passer. Alors, on va partir sur le thème de la beauté. Je le répète, qui est un thème qui est très, très général. Merci à toi. Mais ce qui m'a tout de suite interrogé dans ce mot, je le répète, qui est à la fois très galvaudé, très important et très profond, c'est de quelle beauté parle-t-on? Parce que finalement, on le sait tous, on va faire appel à un premier paradigme, un premier concept qui me paraît important. C'est la confusion parfois que l'on fait entre ce qu'on appelle la réalité et la vérité. Et ce sont deux termes que l'on retrouve dans les écrits également, mais qu'il est important pour moi de différencier. Parce que je le répète, quand on parle de la beauté, de quelle beauté parle-t-on? Et quelle perception avons-nous de cela? Alors, un premier petit aspect pédagogique qui est tout bête, tout simple, et qui va nous ramener quelque part à la personne humaine que nous sommes tous, et qui nous interroge sur, finalement, comment percevons-nous les réalités du monde qui nous entoure? Comment construisons-nous notre vision du monde? Dès qu'un enfant vient au monde, par définition, il va construire une certaine vision de ce monde. Alors, bien sûr, c'est un peu une base que je vous propose, c'est une base de réflexion, mais qui nous permettra de voir finalement comment on perçoit la beauté des choses qui nous entourent. Et le premier niveau de perception, on l'appelle comme ça, nos perceptions passent par nos 5 sens. C'est simple, c'est une évidence. Mais nous regardons pour voir les choses, bien entendu. Nous écoutons pour percevoir les sons, ne serait-ce que la musique ou la prière de tout à l'heure. Nous sentons les choses d'une manière olfactive. Nous ressentons les choses d'une manière plus profonde. Pas seulement par le toucher, mais par nos ressentis. Et puis bien sûr, nous goûtons pour l'aspect gustatif. C'est une évidence ce que je vous dis, mais on oublie que finalement, on se fait une idée du monde et on construit notre vision du monde grâce à ces 5 radars, qui sont nos 5 capacités perceptives du monde extérieur. Si nous manquons, si nous avons un problème ou un handicap sensoriel pour l'une de ces capacités, nous allons perdre des millions d'informations. Et nous n'aurons pas accès à la connaissance sensorielle à travers l'audition, le visuel ou le ressenti. Voilà, c'est tellement naturel qu'on oublie cela. N'empêche que le développement de nos capacités sensorielles sont importantes, je le répète, pour se construire notre vision du monde. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est notre capacité de nous représenter les choses. Si je regarde un beau paysage, ok, je le regarde. Si nous regardons tous ensemble le même paysage, est-ce que nous allons nous en faire la même idée? Certainement pas. Notre sensibilité, notre éducation, notre culture va beaucoup influer sur notre vision de ce même paysage. Et donc, nous allons nous en faire une représentation, une idée intérieure. Alors, un petit exercice en même temps pour cet aspect de représentation. Que voyez-vous? Que voyez-vous? Un oiseau, me dit Esther. Hazard? Un canard pour toi? Un lapin? Ah, il y a une vision différente. Voilà, il y a de quoi faire une guerre. 2 visions différentes, c'est parti. Effectivement, suivant la vision que l'on porte sur cet objet, on s'en fait une image mentale, une représentation tout simplement. Effectivement, on a la possibilité de voir un canard, bon, un canard un peu vieux, je vous l'accorde, mais un canard quand même, ou un lapin. Il n'y a pas besoin de tourner la tête, simplement, il faut juste se dire, tiens, où je pose mon regard, je vais développer une image mentale. C'est très naturel, notre cerveau lui cherche toujours à comprendre les choses, et en fonction de comment je regarde, je me fais une opinion, je construis une idée. Oui, c'est tout simple. À partir d'une simple image, on peut voir
d'un côté ou d'un autre. Et ça peut être suffisant, je le répète, pour faire une guerre ou pour se consulter, pour dire dis-moi comment tu vois les choses, je te dirai comment je les vois moi, et on va s'enrichir. C'est là où on retrouve le phénomène de 1 plus 1 égale 3. Ton idée plus la mienne, ça fait une idée fabuleuse, c'est de voir deux choses. Si je complique un petit peu l'exercice, ça va être facile, maintenant vous avez compris le truc, que voyez-vous? Deux personnes qui se regardent. Deux personnes qui se regardent, ou bien? Pardon? Un pied de table, d'accord, ça peut être ça. Je ne vais pas vous contrarier dans votre vision parce qu'on touche des sensibilités perceptives. Effectivement, on va voir des visages face à face, ou bien un pied de table, ou une coupole, etc. À nouveau, une double vision, ce sont des images toutes simples, mais qui nous amènent à comprendre que notre cerveau très vite cherche à comprendre ce qu'il perçoit sensoriellement. On va faire l'exercice avec des musiques. Bon, ce sont des images. Allez, pour se compliquer un petit peu les choses, pareil. C'est une image qui est assez connue. Alors, ça n'a rien à voir avec votre âge. Hein. Soit vous voyez une jeune fille, soit vous voyez une vieille personne. L'idéal, c'est de voir les deux très rapidement. On va voir qui voit les deux. Faites-moi voir qui voit les deux. Ouh, ça fait pas beaucoup ça. Allez, l'esprit Braille, c'est l'ouverture d'esprit, donc en quelques secondes, on devrait développer sa double vision. Alors, je ne vais pas vous faire l'exercice, mais si vous regardez plutôt à gauche, vous allez voir le profil d'une jeune fille qui regarde comme ça, vers le haut. Et si vous regardez plutôt l'image, on va dire en bas à droite, vous allez voir une vieille personne avec un grand menton de sorcière, là, dans son manteau de fourrure, avec une bouche qui n'a qu'une dent. Un peu plus difficile. Ça demande à notre cerveau de jongler un petit peu et de faire une recomposition de l'image. Ça va? Alors on ne va pas passer la matinée dessus. Ce petit exercice de rien du tout, mais un jour, ce processus formidable, neurologique et très intelligible, de la gymnastique que fait notre cerveau pour comprendre. Dès que je perçois quelque chose, en l'occurrence sur un plan visuel, voilà, j'ai besoin de m'en faire une idée, de construire une opinion, et cette opinion peut s'installer en moi et même peut devenir une croyance à part entière. Mais finalement, on s'aperçoit avec cet exercice que tout est construction mentale. Et la représentation que l'on a d'une chose, je le répète, peut être très différente pour mon voisin ou ma voisine, à partir d'une même situation. Ça, c'est la richesse humaine. C'est vraiment la grande diversité. Nos perceptions, je perçois les choses d'une manière extérieure. Nos représentations, je m'en fais une idée intérieure. Et ça se termine par une troisième séquence importante. C'est ce qu'on appelle nos modélisations. Merci. Nos modélisations, c'est-à-dire, une fois que j'ai perçu des choses, une fois que je m'en suis fait une idée, on a à la fois une fâcheuse tendance, et une tendance peut-être un peu naturelle, à y croire dur comme fer. C'est-à-dire, ce que je te dis, c'est vrai. Ce que j'ai vu, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais que pour soi-même. C'est là où c'est la différence. Et la modélisation, c'est, comment dire, d'installer ça en nous. Et c'est là où ça peut devenir, je le répète, des convictions et des croyances particulièrement tenaces. Et ça peut être, par exemple, nos standards de beauté. Oh là là, le bel homme. Alors peut-être que tout le monde ne pense pas ça. Hein, je dis des généralités. Ça sera peut-être aussi, oh le beau chien. Peut-être pas. Pour moi, il était beau parce que c'était mon chien. Pour vous, peut-être pas. Ce sera peut-être aussi, oh la belle fleur. Ce sera encore, oh le beau paysage paradisiaque pour mes futures vacances. Moi, j'ai horreur de ça. Peut-être auriez-vous envie d'aller là-bas. Le beau bébé, pourquoi pas. La belle voiture, bien qu'au Luxembourg, je crois que le haut de gamme est un peu plus important. Bien sûr, la belle femme. Encore un standard. Belle femme pour qui? La belle sculpture, etc. J'aurais pu mettre plein d'images. La belle maison en toit de chaume. La belle famille. Le beau lever de soleil. Les beaux chevaux. La belle calligraphie, bien entendu, le beau repas. Bref, la notion de beau va devenir tellement galvaudée, mais il faut bien comprendre que cette vision extérieure, je m'en fais une idée personnelle et je l'installe dans ma tête comme un standard de beauté.
C'est là où je reviens à la question de tout à l'heure, quand on parle de beauté, de quelle beauté parle-t-on? Tout ça peut être remis en question par chacun d'entre nous. Pour certains, effectivement, ça peut être beau, pour d'autres, ça peut être laid. Et on peut avoir des visions extrêmement différentes. Donc ça pose la question, mais finalement, la beauté, qu'est-ce que c'est? Et peut-on avoir un standard commun? Peut-on avoir une vision commune? Alors ça me renvoie à cette belle citation de Shakespeare, et qui met à jour que finalement notre vision des choses, notre vision du monde est très relative à nous-mêmes, et bien sûr à nos valeurs. Alors c'est une calligraphie que j'ai faite qui est là-bas, et qui dit que la beauté des choses est dans l'esprit de celui qui les contemple. En fait, la beauté, je vais la construire en moi. Et je le répète, on pourrait regarder tout ce temps qu'on a ici, un même objet, une sculpture ou un paysage, certains le trouveront beau, d'autres pas. Alors, est-ce que ça dépend du paysage ou finalement de la vision qu'on en porte? Tout va dépendre de la vision, de notre vision. Et finalement, elle est relative parce qu'elle sera disparate. Chacun va peut-être élaborer une notion de beauté qui est son standard à lui. Alors bien sûr, ça pose très vite la question, y a-t-il un standard universel? C'était un peu la réflexion qu'on avait hier soir. On va y venir. En tout cas, cette phrase de Shakespeare est très intéressante parce que finalement, elle laisse penser que beaucoup de choses sont à l'intérieur de nous. Et ce que je trouve beau, ça ne veut pas dire que ça l'est, ça veut dire que je le trouve beau. Je pourrais remplacer la beauté par la laideur. La laideur est dans l'esprit de celui qui les contemple. Et quand je dis ça, c'est laid, c'est pas parce que la chose en question que je dessine est laide, c'est parce que je la vois comme ça. Donc, on pose déjà un premier concept de responsabilité de ma vision des choses. Donc, quand je vois que les choses ne sont pas très intéressantes, il faut que je m'accorde à ma propre responsabilité dans ma propre vision. Alors, à partir de cette notion de concept relatif, ça pose la question, encore une fois, du standard de la beauté. Y a-t-il des choses qui sont belles ou qui ne le sont pas? Ce nénuphar, est-il beau pour vous? Oui, non, peut-être pas. Encore une fois, ça dépend de vous et je n'ai rien à dire. Je n'ai pas à contredire votre sentiment ni votre vision. Je peux le comparer à la mienne. On peut en discuter. C'est là où l'esprit bailli est intéressant. Le principe de la consultation est quelque part d'entrechoquer un peu nos visions des choses, mais de les respecter infiniment. Parce qu'encore une fois, le petit exercice sur perception, représentation et modélisation est un principe naturel qui est intrinsèque à la nature humaine. C'est notre manière d'apprendre les choses et, je le répète, de construire notre vision des choses. Donc, quand quelqu'un me parle de la beauté de cette fleur, je dis « Ok, c'est ton point de vue, moi je ne la trouve pas si belle que ça ». On peut en parler, tout simplement. Et surtout pas se faire la guerre. L'esprit bailli va dans ce principe d'essayer de rejoindre l'autre dans sa différence. D'où ce principe majeur que vous connaissez de l'unité dans la diversité. Quand je regarde cet oiseau dans le ciel, pareil, m'inspire-t-il la beauté ou pas? Cela m'appartient. Mais bien sûr, ça peut me questionner. Cette montagne, est-elle belle? Pour moi, elle l'est, c'est mon terrain à la fois de pratique, je pratique un peu l'alpinisme, et puis c'est mon lieu de ressources. Alors j'aime bien dire ça parce que je sais que Shoghi Effendi allait parfois dans le Valais, aussi pour se ressourcer. Ce sont des lieux magnifiques, mais qui peuvent impressionner, qui peuvent faire peur. Et j'ai des amis qui ne supportent pas ce type d'image, et encore moins d'y aller, parce que pour eux, c'est un lieu effrayant. Et souvenons-nous d'ailleurs, dans l'histoire de la montagne, c'était des lieux de sorcières, c'était des lieux de démons. Et il n'y a pas si longtemps qu'on conçoit la montagne comme un lieu magnifique. Mais encore une fois, quel est notre standard de beauté? Bien entendu, la féminité. Quand on parle de la beauté, il y a un écho immédiat avec la femme et la féminité. Mais on le sait tous, et on l'a évoqué un peu hier soir, de quelle beauté parle-t-on? Est-ce que c'est la beauté plastique des top modèles? Je travaille encore beaucoup avec des jeunes, beaucoup de jeunes filles s'identifient encore avec ces beautés plastiques. Est-ce la vraie beauté? Ou est-ce la réalité de la beauté? Réalité, vérité, on va approfondir encore. Mais tous mes propos tournent autour de la réalité des choses qui nous entourent. Tout à l'heure, Reza nous a parlé un peu de l'architecture bahaï. Si je prends les différents temples et celui de New Delhi, bien entendu, est-ce un standard de beauté?
Pour nous, bien sûr, il y a un attachement de cœur et d'esprit. Pour d'autres personnes, peut-être pas. Encore une fois, c'est une vision extérieure. Et ça pose la question, est-ce que ce qui nous entoure est beau ou elle est? Ou est-ce que finalement, tout dépend de notre regard que l'on pose sur les choses? Donc cette notion de beauté que je suis après développer avec vous pose la question d'un certain relativisme, c'est-à-dire, si on se partage sur nos standards de beauté, allons-nous tomber d'accord? Ou bien, est-ce qu'il y a véritablement des beautés et des laideurs, et qu'il est dur d'avoir cette vision universelle des choses? Et bien entendu, en dernière image, je peux parler du peuple humain. Pour moi, cette beauté dans la diversité des cultures, des visages, des sourires, des couleurs de peau, et bien sûr de toute la culture qui enrichit ces différences, en tant que Baha'i, on sait que c'est notre principe majeur, cette unité dans la diversité, et ce principe d'unité du genre humain. Et pour moi, c'est une réelle beauté, ce peuple humain, que l'on commence à s'approprier. Mais ce que je vous dis, 10, 15 ans, peut-être 50 ans en arrière, c'est un facteur de désunion, d'opposition et de ségrégation. Et que les Noirs étaient bien plus laids que les Blancs, que les femmes étaient bien plus inférieures que les hommes. Vous savez, tous ces archétypes qui ont marqué l'histoire humaine par des différences qui opposaient, et même des notions de beauté et de laideur. L'esprit Baha'i nous ouvre vraiment dans la grandeur de la beauté du monde qui nous entoure, de la création et bien sûr du peuple humain. Et on considère véritablement que la beauté humaine est tellement liée à sa diversité. Alors, je vais faire une petite pause, parce que j'ai demandé aussi la complicité de mon épouse pour intervenir dans mon exposé, et pendant qu'elle va se préparer psychologiquement, un apport complémentaire. Alors, la petite histoire, c'est une sculpture d'un ami Baha'i, qui s'appelle Thierry Ami, bon, qui est encore un peu invisible avec la communauté française, mais ça fait rien. Les artistes sont toujours très sensibles. Mais en tout cas, j'ai toujours admiré cet homme, et il continue à œuvrer, il est sculpteur, peintre et calligraphe. Et je lui ai commandé cette sculpture pour notre anniversaire de mariage. Ça, c'est la petite histoire. Mais étonnamment, en achetant cette sculpture que j'ai vue dans son atelier, je savais qu'elle n'allait pas plaire à mon épouse. Je savais que son standard de beauté ne correspondait pas du tout à cette réalisation. Mais je l'ai achetée quand même. Elle donnera sa version si vous voulez. En tout cas, ça c'est la mienne. Donc j'ai pris le risque de l'acheter parce que ce n'était pas la beauté plastique qui m'intéressait justement, ce dont je parle depuis 15 minutes. La beauté que j'évoque avec vous est la beauté de nos représentations purement humaines. Et je pense que vous l'avez compris, cette beauté est relative à notre vision du jour, et peut-être même à notre humeur. Ce que je peux trouver beau un jour, je peux peut-être le trouver laid le lendemain. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de changements? Et c'est vrai que si on prend la notion de beauté sur un plan purement horizontal et purement humain, elle est comme nous. Elle est sujet à changement, et elle est sujet finalement à relativité. Donc ce n'est pas de cette beauté-là que j'ai envie de discuter avec vous, bien qu'il faut la prendre en compte. Et pour revenir à cette statue, quand je l'ai achetée, je savais qu'elle était particulière. Esthétiquement, ça peut se discuter. Vous viendrez de me dire à prendre aparté si vous aimez, si vous n'aimez pas. Mais la notion de j'aime, j'aime pas est une notion qui est très relative, parce que très affective. C'est lié à la notion de désir ou d'envie. La notion de désir et d'envie se situe pour moi, dans ma sensibilité, sur un plan très relatif. Alors je ne sais pas si vous la voyez d'où vous êtes, je vous la fais voir. Alors je pourrais vous en parler pendant une heure parce qu'elle est très très symbolique. Cet artiste travaille particulièrement sur le symbole et il a rassemblé deux histoires mythologiques grecques. En deux mots, quand même, pour que vous sachiez de quoi je parle, on a l'ancêtre du Sagittaire, le centaure, qui s'appelait Kéron. C'est moi que tu allumes ou c'est la statue? Ah, tu m'as fait peur. Et la femme qui apparaît, c'est Psyché, la déesse de l'amour, et qui apportait l'amour quelque part aux êtres qui l'entouraient. Il a rassemblé ces deux histoires qui normalement ne vont pas ensemble. Il a voulu rassembler le centaure et puis le Psyché. J'utilise souvent cette statue quand je traite le sujet d'égalité homme-femme, parce que pour moi c'est l'avenir. Alors je ne vais pas traiter ce sujet-là, mais encore une fois, ce qui m'a intéressé, c'est moins la beauté extérieure, qui est très relative au goût,
Mon épouse encore a du mal à s'y faire avec cette statue, bien qu'elle trône dans le salon et on s'y habitue un petit peu. Mais moi, je l'adore. Je vais vous raconter ma version. Après, elle aura le droit à parler. Et ce qui m'intéresse dans cette œuvre, c'est la beauté intérieure, c'est pas la beauté extérieure. Et c'est ça maintenant que j'ai envie de traiter avec vous, c'est-à-dire, si on s'en tient qu'aux beautés extérieures, tout est discutable. Et on peut se battre, je le répète, pour une vision différente. Et tout est relatif, tout est standard. Ça nous ramène à regarder, je crois qu'on a un peu évoqué hier soir, quand on parle de l'art en général, on peut tout voir. Une petite anecdote, et je reviendrai à cette statue pour terminer. On faisait, je crois, un petit voyage dans le nord-ouest de la France, du côté de la Bretagne. On a visité dans nos petites pérégrinations de la ville où on était un petit musée. C'était un coin de la ville qui était très très artistique. Il y avait beaucoup de vitrines qui traitaient de l'art, de la sculpture, de la peinture, etc. Et à un moment donné, on est rentré dans un magasin assez étonnant. Enfin, c'est pas un magasin, c'était un lieu d'exposition précisément. Et il y avait des corps humains, grandeur nature, mais c'était essentiellement des cadavres. Des cadavres en plastique, en matériaux, etc. Ce n'était pas bien sûr de vrais cadavres, mais ce sont des êtres complètement décomposés. Et pour moi, c'était sordide, c'était affreux, c'était un vrai musée quelque part de cadavres. Et je suis allé voir